Commençons par le docteur Vinh Kim Nguyen, urgentologue à l'hôpital général juif de Montréal. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? On ne semble pas avoir une communication. Le docteur semble être en train de vouloir régler ça. Il est celui là, qui a lancé ce cri d'alarme en disant dans les CHSLD, la situation elle est telle que certaines personnes ne décèdent... Oui, plusieurs décèdent de la COVID et de ses conséquences, là, mais certaines personnes dans le lot ne décèdent pas vraiment de la COVID-19. Ils décèdent à cause du manque de soins. Ils décèdent parce que, carrément, on ne peut pas leur fournir les éléments de base, donc ils sont affamés, assoiffés. Donc on a cette communication. Dr. Nguyen, bonjour. Bonjour. Bon, vous affirmez, vous craignez que certaines personnes hébergées, certains bénéficiaires décèdent carrément, non pas de la COVID, mais des autres éléments de manque de soins. Ce qu'on voit à l'hôpital, c'est qu'effectivement, il y a énormément de patients qui arrivent depuis une semaine, parfois par douzaines, qui souffrent de déshydratation et d'insuffisance rénale en conséquence et qui sont malnutris. On le comprend très bien parce que ils ont besoin de beaucoup d'aide pour manger. Et je sais que, comme vous l'avez dit, dans les CHSLD, les résidences pour personnes âgées, il y a plus assez de monde pour nourrir les gens. Donc, effectivement, j'ai cette crainte, vu l'état dans lequel on voit arriver les patients, qu'il y en a qui se rendent pas à l'hôpital. Et on voit effectivement le nombre de décès qui est tout à fait affolant dans ces milieux de vie-là. Parce que vous, à l'urgence de l'hôpital général juif, du Jewish, vous les recevez. Parce que maintenant, lorsque les personnes sont atteintes de la COVID, ils vous sont transférés. Alors, vous en recevez qui, au-delà de la COVID, vous constatez une déshydratation lors de votre premier examen. Alors, c'est un phénomène qui se passe dans tous les hôpitaux montréalais. Hein. On n'est plus le seul. Et je pense qu'on voit la même chose que nous. On voit beaucoup de patients qui sont déshydratés, insuffisance rénale, mais qui sont très peu de symptômes de la COVID comme tel. Et on voit des gens aussi qui arrivent de ces résidences-là, qui n'ont pas la COVID, qui sont déshydratés, qui sont avec l'insuffisance rénale et atteints de l'état général. Donc, votre impression, c'est lorsqu'ils ne sont pas transférés, ou même à l'époque, parce que jusqu'à il y a quelques jours, on ne les transférait pas, vous pensez qu'il y en a peut-être qui sont décédés dans les centres, mais qui, au fond, ne sont pas décédés de la COVID. Même s'ils sont décédés porteurs de la COVID, ils ne sont pas nécessairement décédés à cause de la COVID. Ils auraient pu mourir de manque de soins. C'est fort possible. Mm-hmm. Ouais. Comment vous voyez la propagation, le nombre de cas très, très élevés de COVID dans ces centres? Est-ce que vous avez des explications? Ce que vous avez pu observer? J'ai été dans plusieurs centres et je dois saluer vraiment le dévouement des gens qui y travaillent. C'est des endroits où il y a très peu de ressources et on sait que quand ça prend, ça va très vite. Vous savez, dans le milieu hospitalier, on espère être très discipliné. Parce qu'on a l'habitude de gérer des infections. Et évidemment, dans ces milieux de vie, c'est pas des milieux médicalisés, hein. C'est des milieux où les gens vivent et où l'infection prend très, très vite. Ce qu'on constate, c'est que, et un peu partout, c'est que l'épidémie est arrivée par les gens qui venaient de l'extérieur, parce que ces personnes-là ne sortent peu. Donc, c'est en fait les soignants qui, ce sommes nous qui avons amené, sans se rendre compte, évidemment, on est porteur sain, mais on est une force de l'infection actuellement. Mm-hmm. Question, on les comptabilise comment? Je veux dire, c'est secondaire par rapport à la gravité de la souffrance, mais c'est quand même une question qu'on se pose ces jours-ci sur les chiffres. Un aîné, une dame de 90 ans, mettons, est atteinte de la COVID, mais décède de déshydratation à cause des soins. Est-ce qu'on la catégorise décès COVID ou pas?
Vous savez, il y a un certificat de décès et on doit mettre la cause primaire et puis on va mettre COVID et puis on va mettre aussi les conditions contribuantes. OK. Donc on va quand même, en général, juste les chiffres, dans la comptabilisation, en général, on prend le premier. Mais vous savez, ce qu'on peut faire et ce que font déjà les Français, et d'autres pays, c'est que en état de pandémie, on comptabilise tous les décès en plus que la moyenne. C'est-à-dire si aujourd'hui, en moyenne au Québec, on a 58 décès et que cette année-ci, on en a 82, on va rajouter, ça fait 24 de plus, on va attribuer à la COVID. On ne va pas aller chercher plus loin, aller fouiller dans les certificats. On va présumer que le surplus de décès est lié à la pandémie qui est lié à la pandémie, directement ou indirectement. Ouais. Sur la capacité d'aider nos gens sur des choses quand même simples, mais pas simples à la fois, parce que souvent, des gens qui ont des problèmes de déglutition, ils mangent très lentement. Donc, même donner à manger à quelqu'un, c'est simple, mais ça peut être long. Puis si on n'a plus le temps, si on a trop de patients pour le même préposé, on n'y arrive pas. Est-ce qu'on aurait sous-estimé l'apport qu'amenaient les aidants, là? Des familles. Moi, je le racontais en ondes il y a quelques semaines. Moi, j'ai un oncle qui a fait ça pendant je ne sais pas combien de temps, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Sa conjointe a eu un problème de santé qui l'a amené dans un CHSLD. Il faisait les 2 repas par jour, là, le dîner, le souper. Donc, tous ces gens qui viennent aider, plusieurs qui y vont quotidiennement, enlevaient une charge de travail quand même aux préposés. Est-ce qu'on a sous-estimé leur apport le jour où on leur a dit, bien là, vous ne pouvez plus rentrer, là? Pour moi, oui. Et puis là, je m'appuie sur les témoignages. Vous savez, quand les patients sont hospitalisés, là aussi, les familles ne peuvent pas venir. Donc, nous, on les appelle tous les jours pour donner des nouvelles. Et j'ai eu tous les jours, c'était assez lourd avec le temps, des histoires très intimes de comment on venait tous les jours nourrir, etc. Et qu'on était très inquiet quand on voyait sur FaceTime le patient en question, qu'on avait vu qu'il avait dépéri. Ce qu'on a aussi, je pense, sous-estimé, nous tous, c'est l'apport psychologique, humain, de l'amour que donne un membre de la famille en venant, en étant présent. Ça donne le goût de vivre, ça donne le goût de manger, de boire. Et effectivement, quand on est là tout seul, on perd le goût très rapidement. Au point que vous pensez que des aînés se laissent mourir? Se laisser... C'est délicat, mais ça se peut quand même. On entend ça. Là, que... Je pense qu'on perd le goût. Oui, j'ai vu. Enfin, moi, on m'a raconté, j'avais des patients devant moi qui refusaient de manger, qui voulaient rien faire, et j'avais l'autre bout du téléphone des membres de la famille qui disaient cette personne, c'est plus grand-maman ou ma mère comme je l'ai connue. Quand je venais, elle était joyeuse. Oui, je l'ai vu. C'est sûr. Donc, des gens qui, dans des conditions où il n'y a plus de visite, des soins déficients, perdent carrément le goût de vivre. Est-ce que c'est si étonnant? Dr. Nguyen, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Bonne journée.